Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Ah, mais tu fais ça aussi? T'es pas juste ce métier-là » Ou bien « Si tu choisis cette voie, tu pourras pas faire ça aussi, attention ». Je suis sûre que tout le monde dans la salle s'est déjà plaint d'être dans un monde trop catégorisé avec, en général, deux polarités binaires. Les filles, les garçons, les sciences, la littérature, le corps, l'esprit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où est-ce que ça vient et jusqu'à quel point cela impacte nos choix et nos représentations ? Personnellement, j'ai beaucoup le doigt à la première question, le « Ah, mais tu fais ça aussi ?» parce que j'ai une double casquette, je suis docteur en neurosciences et sexologue. Et dans ma vie, j'ai été de nombreuses fois confrontée à cette catégorisation binaire. Une des fois qui m'a le plus marquée, c'était en classe de seconde, où on nous a demandé de choisir entre scientifique et littéraire. Moi, jusqu'à présent, j'avais été curieuse de tout, je voulais tout savoir, tout apprendre, puis là, d'un coup, il fallait choisir. Mais je me suis aperçue de quelque chose de très étrange, c'est que les filières scientifiques et techniques étaient majoritairement associées aux garçons, et les filles, elles allaient majoritairement en littéraire. Moi, j'aimais les deux. Pour moi, ça avait été un vrai déchirement de choisir. Comme on ne peut pas faire les deux, j'ai pris S, scientifique, parce que c'est censé m'ouvrir le plus de voies. Et pour compenser ce choix imposé, je dévore des livres de philosophie, de psychologie, de Freud. Je suis fascinée par l'humain. Très vite, je sais que je veux faire des neurosciences. Alors après mon bac, je vais en fac de biologie, mais en fait, je suis très rapidement déçue, parce que tous les aspects de cognition, de comportement ne sont quasiment pas abordés. Mais je ne veux plus avoir à choisir entre l'étude de la matière vivante ou bien la compréhension de la psyché humaine. Alors, je décide d'entamer un double cursus de biologie et de psychologie. Pour l'anecdote, j'ai un de mes professeurs qui l'apprend au cours d'un rendez-vous et il sursaute sur sa chaise. « Non mais c'est pas possible, voyons, ça se fait pas. On fait soit de la biologie, soit de la psychologie. Si j'avais su, je vous aurais pas accepté dans mon programme. » Bon, j'essaie de me défendre, j'essaie d'argumenter. Je vois que ça sert à rien. Il est focalisé dans la vision de on fait soit ça, soit ça. Je finis mon master. Je pars faire ma thèse de neurosciences cognitives en Allemagne et comme je suis très têtue et que je veux vraiment faire de la biologie et de la psychologie, je travaille sur la récupération des souvenirs en abordant des thèmes de psychologie cognitive et en utilisant des techniques de biologie fondamentale. Néanmoins, après toutes ces années de recherche, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. J'ai perdu quelque chose en route, quelque chose de fondamental. Il me manque de l'humain, de l'incarné. Alors, je vais chercher une discipline à laquelle je pourrais relier toutes ces connaissances en neurosciences, et j'en arrive à la sexologie, et je peux enfin, en reliant ces deux disciplines, prendre l'humain dans son entier, avec son corps et son esprit et sa culture, comme un tout cohérent. Et je peux du coup enfin chercher à comprendre pourquoi on est arrivé à cette dissociation, pourquoi j'ai dû passer par ce double cursus. Entre parenthèses, j'ai aussi pu apprécier l'ampleur de l'ironie d'appeler les sciences humaines et sociales pour les filles les sciences molles et les sciences techniques pour les garçons les sciences dures. Donc cette pensée, elle vient d'où ? Elle vient du dualisme de Platon. Platon, ce philosophe grec, postule que notre corps et notre âme sont séparables, que lorsque nous mourrons, notre corps va rester et se décomposer sur Terre, mais notre âme, elle, va s'envoler. Cela va poser les bases pour la construction de nos civilisations occidentales, avec la Rome antique, mais aussi et surtout avec les trois grandes religions monothéistes. Et on va voir comment, dès la Genèse, ce dualisme du corps et de l'esprit va s'incarner dans les sexes, avec le mythe déjà de la création d'Adam et Ève. Je vous rappelle que Adam, il est créé à l'image de Dieu. Il est de nature divine. Mais Ève, elle est issue de sa côte. Déjà, elle est matérielle. Ainsi, on va avoir de grands théologiens qui vont utiliser ce mythe pour expliquer que la femme, elle n'est pas exactement à l'image de Dieu, au même titre que l'homme, et conclure qu'elle ne pourra pas avoir de salut ou de sublimation, et si elle en a un, c'est qu'à travers le service de son époux.
C'est aussi intéressant de noter que saint Augustin, il va encore étendre ce dualisme du corps et de l'esprit jusqu'à sa conception même de l'amour. Il va opposer le caritas, l'amour des sentiments, l'amour chaste, pieux, idéalement tourné vers Dieu, le bon amour, à la cupiditas, l'amour charnel, l'amour qui passe par le corps, l'amour qui est sale, péché, vil. Si on y réfléchit bien, on est encore aujourd'hui un petit peu dans ce genre de conception. Ensuite, on va avoir mon préféré, je vous présente Tertullien, peu connu, néanmoins auteur théologien très très prolifique. Il a consacré de très très nombreux ouvrages à nous maudire, nous les femmes. Il nous déteste, puisque c'est une femme qui a mangé le fruit défendu, c'est à cause d'elle, à cause de nous, que l'humanité tout entière souffre. Ainsi, il va exhorter les femmes à se couvrir, à ne pas se farder, à ne pas être coquettes, à ne pas rappeler tout ce qui a trait à notre sexualité. Je vais en profiter pour faire un petit aparté. Mes amis et collègues féministes, j'aimerais vous faire part d'une réflexion parce que je m'interroge beaucoup actuellement, j'entends énormément autour de moi l'expression suivante: il faut désexualiser le corps de la femme. Moi, cette expression, elle me gêne un petit peu parce que, comme vous le voyez ici, cette pensée est fondamentalement misogyne. Moi, d'habitude, j'utilise plutôt le terme de désobjectifier, pour que notre corps ne soit plus justement un objet de procréation ou un objet de valorisation d'un ego masculin. Mais au contraire, je pense qu'il faut absolument qu'on continue à se battre pour permettre aux femmes qui le veulent, je dis bien qui le veulent, il ne s'agit pas de leur imposer, mais il faut qu'on continue de permettre aux femmes qui le veulent d'avoir la possibilité de se réapproprier cette sexualisation de nos corps. Merci. Et donc, on va arriver à l'apogée de la pensée chrétienne, avec l'Inquisition, où les sorcières vont être brûlées, et exactement au même moment, les civilisations orientales, qui n'ont pas un dualisme aussi marqué que nous, à certains endroits du monde, ils vont construire des temples qui ressemblent à ça. C'est quand même plus sympa, quand même. Je sais pas vous, moi je préfère là-bas. Mais bon, nous en Occident, on a continué comme ça, avec ce dualisme, et on va arriver justement à Descartes. Ce philosophe va, en tant que bon dualiste, va aussi penser que notre âme et notre corps sont séparables, que notre corps est une machine biologique, qu'une âme va rentrer et animer, et qu'encore une fois, à notre mort, notre âme va s'envoler. Sauf que les neurosciences ont montré que cette vision, cette pensée est complètement fausse. Au début des années 2000, justement, un neuroscientifique appelé Damasio va publier un livre qu'il va appeler l'erreur de Descartes. Et dans ce livre, il va rassembler toutes les preuves scientifiques qui montrent que toutes ces qualités spirituelles, comme le raisonnement, la pensée, la logique, la morale, ne sont que des purs produits de notre cerveau. Pour preuve, en 1848, un homme qui s'appelle Phineas Gage va être victime d'un terrible accident. Il va recevoir une barre de fer qui va lui transpercer la tête, comme ceci. Et contre toute attente, Phineas Gage survit à cet accident. Il a juste perdu un bout de son cortex préfrontal, mais à première vue, il va bien. Sauf que, toutes ses facultés supérieures, son raisonnement, sa logique, sa morale, sa pudeur, vont être profondément affectées. Ainsi, ces facultés qu'on pensait être divines et immortelles, en fait, elles sont dans notre cerveau, donc dans notre corps matériel. En neurosciences, on considère que ce dualisme est caduc. Le corps n'est pas séparable de l'esprit. Sauf que ces pensées dualistes et genrées, ces représentations dualistes et genrées, elles affectent encore nos choix aujourd'hui. Par exemple, en tant que thérapeute, j'ai pu constater à quel point les hommes ne vont que trop peu chez le psy. Vous savez, le « non, mais moi, ça va, je suis fort, c'est bien, j'ai pas besoin d'un psy ». C'est bien normal qu'ils pensent comme ça. Dans notre culture, on leur explique quoi? On leur explique que leur essence à eux, elle est spirituelle. Donc psychiquement, ils se disent qu'ils ne doivent pas avoir de problème. Et s'ils ont un souci, qui plus est, si ce souci est d'ordre sexuel,
Ils se disent que c'est forcément physiologique. Sauf que, voici les résultats d'une étude qui montre que pour les hommes de moins de 40 ans, les troubles de l'érection sont dus à 15% par des troubles organiques, mais à 85% par des causes psychogènes. Psychogènes, ça veut dire le stress, l'angoisse de la performance, voire de la dépression. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'ils se prennent moins en charge, voire pas du tout, les suicides sont 3 à 4 fois plus nombreux chez les hommes dépressifs que chez les femmes dépressives. Et oui, messieurs, les stéréotypes du patriarcat vous tuent vous aussi. Et ce dualisme, il a aussi des conséquences tragiques pour nous. Les femmes meurent plus de crises cardiaques que les hommes. En fait, les symptômes sont un peu différents. Pour les femmes, ils vont plus passer par des essoufflements ou des maux de tête abrupts. Et jusqu'à très récemment, les médecins pensaient qu'il s'agissait de troubles psychosomatiques et renvoyaient parfois les femmes chez elles avec le mauvais diagnostic. Ajoutez à cela que certaines études rapportent que des fois, ce sont les femmes elles-mêmes qui posent ce faux diagnostic. Elles pensent qu'elles ont mal à la tête, que ça doit être psychologique, qu'elles sont stressées, alors qu'en fait, elles sont en train de faire une crise cardiaque. Et quand une femme a des problèmes sexuels, qu'est-ce qu'elle se dit ? Il faut que j'aille voir un psy, sans même penser que ça puisse être un problème mécanique ou bien un problème avec le partenaire. Alors justement, voici les résultats d'une expérience pionnière en sexologie. Les chercheurs ont séparé les femmes en 2 groupes, le groupe A, le groupe B. Les femmes anorgasmiques du groupe A, elles vont avoir une thérapie, on va dire, basique, avec des conseils, de la discussion. Les femmes du groupe B, elles vont avoir un programme détaillé sur plusieurs semaines. Leur masturbation va être corrigée et guidée par le dialogue au fil des séances avec le thérapeute. On va leur proposer à elles et à leur mari des vibromasseurs et on va leur expliquer concrètement comment est-ce qu'on s'en sert pendant un rapport. Le résultat, c'est que 90% des femmes de ce groupe B réussissent à atteindre l'orgasme, contre seulement 50% des femmes de l'autre groupe. 90%. Et elles ont réussi simplement en changeant leur manière de faire, mais pas leur manière de penser. Donc, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez de penser que s'il y a un problème, c'est dans vos têtes. Mais c'est un réflexe qu'on a toutes, en grande partie à cause de notre héritage religieux. Mais c'est précisément notre corps qu'il nous faut nous réapproprier. Nous vivons actuellement une époque qui est exceptionnelle, car elle nous permet de questionner, de dépasser, de surpasser toutes ces questions, toutes ces oppositions de stéréotypes binaires. Et c'est précisément en allant questionner les fondements de ce dualisme du corps et de l'esprit, transposé à la polarité homme-femme, que l'on pourra, j'espère, arriver à une société plus égalitaire, à une société qui est capable d'intégrer et d'accepter toutes les personnes qui ont le courage d'assumer des orientations sexuelles qui défient les clichés, qui ont le courage de changer de sexe ou de genre au cours d'une vie, ou de se déclarer asexué ou intersexe. Parce que dépasser ce dualisme, c'est pas seulement mieux se comprendre et s'accepter soi-même, c'est garantir aux autres la liberté d'être et de pouvoir se regarder et s'accepter comme différent par rapport à cette norme. Dépasser ce « ou », sortir de ça ou ça, c'est refuser les oppositions, c'est sortir des débats clivants, c'est faire un pas vers l'autre et accepter qu'il puisse peut-être avoir ce bout de la réponse qui nous manque. Sortir du « ou », de ce « ça » ou « ça », c'est passer dans le mode du « et », du « ça » et « ça ». C'est penser qu'à au moins un endroit, une réunion est possible. On peut faire de la biologie et de la psychologie, de la science et de l'art. Et au-delà du droit que cela génère, ce « et » est fondamentalement porteur d'innovation, de création, d'invention. Par exemple, ma double vision de neuroscientifique et de sexologue m'aide au quotidien dans ma pratique de thérapeute. Ainsi, je vais vous quitter en vous invitant à vous interroger. Dans quel contexte, à quel endroit de votre vie pourriez-vous remplacer ce « ou » par un « et » ? Et qu'est-ce que cela pourrait changer ? Merci.